Hello à tous et bienvenue dans mon podcast. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Aurélie, life coach. Aurélie, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi, Inès? Super, très bien aussi. Je suis contente vraiment de te recevoir toi parce qu'on se connaît depuis un petit moment et donc ça me fait très plaisir que tu fasses partie de mes interviews et de ce podcast. Donc merci. Mais je t'en prie. Avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, de ton parcours, etc., est-ce que tu peux, toi, déjà te présenter à ta Oui. manière, nous dire un peu plus qui tu es? Oui. Alors, moi, c'est Aurélie, donc je suis coach de vie depuis peu de temps. Donc, à la fois au niveau personnel, développement personnel et développement professionnel et spirituel. Et donc, ça fait vraiment pas longtemps. Avant ça, je travaillais dans le domaine du recrutement dans les fonds d'investissement au Luxembourg, que j'ai quitté très récemment et on en parlera juste après. Et j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti, très hypersensible. Donc j'avais toujours du mal à un peu trouver ma place dans ce vaste monde. Et aujourd'hui, c'est fait. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, toi et moi, ensemble pour en discuter ce soir. Oui, pour parler de ce fabuleux parcours que tu as eu. En me parlant de ça, est-ce que tu peux, du coup, un petit peu nous parler de ton enfance? Oui. Où est-ce que tu as grandi? Dans quel contexte c'était? Alors du coup, moi je viens de la région de Lorraine, donc dans le Grand Est. Je suis fille unique. J'ai grandi avec des parents qui s'aiment, donc là-dessus il n'y avait aucun problème au niveau éducationnel. Le plus gros problème était plutôt au niveau de l'école. Vu que j'étais, on va dire, un peu plus enrobée que la moyenne, je me faisais facilement harceler par rapport au physique. Et aussi du fait que j'étais très timide également. Dès qu'un enseignant allait m'interroger, je devenais rouge comme une tomate. Et donc ça aussi, c'était quand même sujet à moquerie, le fait que j'étais renformée, etc. Donc ça a duré, je dirais, de l'école primaire jusqu'à la fin du collège. Ça a un petit peu repris au lycée. Et ça s'est complètement arrêté quand j'ai commencé l'université, heureusement. Ouais, c'est clair. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué de vivre dans ce contexte d'harcèlement scolaire. C'était pas évident. On en parle souvent d'ailleurs aujourd'hui du harcèlement scolaire. Il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation à ce sujet. Oui, Si tu es OK d'en parler, peut-être qu'il y a des auditeurs qui peut-être vivent la même chose. bien Toi, sûr. ça se traduisait comment dans ton quotidien? Est-ce que c'était plus des remarques? Est-ce que c'était plus de morale? Est-ce qu'il y avait aussi physique? Comment ça se passait concrètement? Alors physique, j'ai jamais eu et j'en suis ravie parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent le harcèlement physique et c'est vraiment quelque chose de terrible, tout autant que le harcèlement moral. Moi, c'était vraiment moral et le pire, c'est que ça venait des personnes que je pensais être mes amies à l'époque. Donc, je faisais partie d'un groupe. C'était surtout au collège. Je faisais partie d'un groupe, on va dire assez populaire entre guillemets. Et j'étais vraiment le sujet à moquerie parce que j'étais plus enrobée, parce que j'étais timide, parce que j'étais introvertie, parce que j'étais plus une tête qu'un cancre. Donc Mhm. tout ça était sujet à moquerie et c'était vraiment très répétitif. Au départ, je me rendais pas compte. Je pensais que j'hallucinais et jusqu'à ce qu'en fait j'entende quand on pensait que j'entendais pas parce que j'avais mes écouteurs. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais rien qui tournait. Et du coup, j'entendais du coup tout ce qui se disait sur moi et c'est là que je me suis un petit peu pris une claque. Et j'ai essayé de faire abstraction, mais ça reste quand même compliqué. Surtout que bah, au final, on n'a plus d'amis à qui se confier par rapport à ça pour trouver un petit peu de soutien. Donc c'est vrai que c'était une époque où je me sentais très très seule et j'en parlais pas à mes parents. Ce qui était une erreur. Mais je savais que, vu que mon père est tout feu tout flamme, je sais que si je lui avais parlé, ça se serait peut-être mal fini Il pour se les serait élèves mis en devant le question. collège et terminé, plus personne rentrait. Exactement. Donc, ouais, j'en avais pas parlé aux enseignants et je sais qu'aujourd'hui, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, peut-être pour que ça s'arrête plus rapidement. Ouais. Surtout que, bah, en fonction de certains élèves, ça peut vraiment prendre de très lourdes proportions. Donc, j'ai évité ça, mais c'est vrai que c'était pas évident. Ok. Merci déjà d'avoir le courage d'en parler puisque je sais que c'est pas De rien. facile.
Oui. Est-ce que à ce moment-là, tu avais des figures d'inspiration ou peut-être des modèles, que ce soit dans des séries, dans des dessins animés, auxquels tu t'es raccroché, auxquels tu pouvais compter sur ce moment-là, par exemple? À l'époque, pas vraiment. En fait, je me réfugiais beaucoup dans la lecture. Vu que j'adore lire, c'était vraiment, je me réfugiais dans mes livres, je partais dans d'autres mondes. J'étais une autre personne et c'est comme ça que je me réfugiais un petit peu. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de modèle à l'époque. Ok. Les livres, bah, c'est déjà des grands modèles, les livres. Du Je moins, ça permet m'évadais. d'apprendre beaucoup de choses et de C'est développer vrai. son univers créatif qui, pour le coup, pour toi, est bien développé. Donc, Oui, ça a contribué quand même, je trouve. tout à Euh, fait. comment ce harcèlement scolaire, ça a impacté ta vie? Dans quel domaine ça t'a impacté ou ça t'impacte peut-être encore aujourd'hui? Donc, dis-nous un petit peu concrètement où est-ce que ça t'a touché? Là où ça m'a beaucoup impacté et qu'aujourd'hui j'ai encore, on va dire, des petits récidives, ça va être au niveau de la communication. Donc vraiment d'exprimer ce que je ressens concrètement envers la personne ou par rapport à une situation. J'avais du coup beaucoup de retenue. Et du coup, vu que l'harcèlement était surtout dû au physique, bah, j'avais aussi beaucoup tendance à me cacher, à essayer de disparaître sous des vêtements assez oversize, beaucoup de noir. Bon, aujourd'hui c'est le mauvais exemple parce que je porte C'est du clair. noir, mais Bon, au moi final c'est aussi, une du coup, couleur que ça va. j'adore. On est raccord. Voilà, au final, c'est devenu une couleur que j'adore, mais c'est vrai que j'allais, bah, par exemple, porter des vêtements qui n'ont pas beaucoup de forme pour pas me montrer, pour pas montrer mon corps qu'il y avait en dessous. Et au niveau, par exemple, bah, quand on était dans des groupes, alors ça m'a servi et ça m'a un peu desservi aussi. Ça m'a servi dans le sens où, vu que j'étais en retrait, j'allais beaucoup analyser ce qui se passait dans le groupe, j'allais beaucoup écouter, analyser les personnes, les personnalités. Donc, d'un côté, ça me servait pour un peu comprendre à qui j'avais affaire. De l'autre côté, ça me desservait, bah, du coup, je restais silencieuse, je ne parlais pas trop, je rentrais pas trop dans les conversations. Et j'ai remarqué que c'est encore une tendance que j'ai aujourd'hui. Surtout quand on va être, par exemple, un groupe à partir de 6 personnes. Là, je vais plus avoir tendance à me mettre en retrait, je vais écouter un peu toutes les conversations, analyser un peu tout le monde, mais sans me mettre en avant. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté, c'est que de par l'harcèlement, j'avais très peu confiance en moi. Mhm. Donc surtout dès qu'il allait avoir des présentations orales, des choses comme ça, j'avais beaucoup de mal. Quand j'ai commencé ma carrière dans le recrutement, quand j'ai fait mon premier stage et qu'on m'a dit, écoute, il faut que tu prennes le téléphone et que tu appelles les candidats pour voir quand est-ce qu'ils sont dispo, s'ils sont intéressés par tel poste, etc. Je paniquais. Eh oui. Je paniquais, je repoussais quasiment jusqu'à la fin de la journée le moment de prendre le téléphone et d'appeler des personnes que je ne connaissais pas. Au final, vu que de base c'était au téléphone et qu'il n'y avait pas de visio, ça allait. Et c'est vrai qu'après, j'avais beaucoup peur quand il fallait faire des entretiens, soit en face à face ou en visio. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impacté parce qu'au final, je me basais énormément sur le regard des autres. Et je partais toujours du constat qu'on allait me juger. Que Mhm. ce soit sur ma personnalité, sur mon physique, sur mes décisions, quoi que ce soit, je partais toujours du postulat qu'on allait me juger, quoi qu'il arrive. Ok. Oui, donc Donc, c'est ouais. quand même un sujet qui t'a impacté. Est-ce que tu Ouais. dirais que ce sujet du harcèlement, il t'a suivi un petit peu dans ta vie d'adulte, peut-être dans les rencontres professionnelles, dans le cadre pro, ou au contraire, une fois que tu es parti du lycée, ça s'est terminé? Alors, ça m'a suivi, je pense, au niveau de mes perceptions. Donc, quand par exemple j'ai commencé à faire mes stages, j'avais toujours l'impression que les personnes de l'équipe peut-être parlaient de moi dans mon dos. Mm. Quand les personnes parlaient doucement, j'étais persuadée que c'était par rapport à moi. Quand ensuite, même quand j'étais en CDI, si par exemple je restais peut-être trop longtemps au téléphone avec un candidat ou que peut-être pendant un moment on ne m'entendait peut-être plus parler parce que j'étais concentrée sur quelque chose, j'avais toujours l'impression que l'attention était focalisée sur moi dans le sens où je ne fais pas ce que je suis censée faire ou des choses comme ça, où je suis pas assez compétente. En fait, j'ai toujours eu cette impression qu'au final, il y avait toujours des messes basses qui se faisaient à mon sujet, alors que c'était pas le cas.
D'accord. Et Donc c'est là après. ça te mettait un petit peu la pression sur le fait d'être parfaite quelque part. Tout à fait, C'est ça? Ok. tout à fait. Est-ce que du coup, comment tu faisais à cette époque-là pour traverser ces jugements ou ces interprétations, si on peut dire, qui se passaient ou pas dans ton dos? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Eh bien justement, tu as abordé le sujet, c'est que je suis partie dans un perfectionnisme accablant. Bah, je travaillais au Luxembourg, donc au lieu de travailler 8 heures par jour, bah, j'avais plutôt tendance à travailler 10, 12 heures, 14 heures par jour pour vraiment en faire le plus possible, montrer que j'étais investie, vraiment rendre, bah, que ce soit des fichiers Excel, que ce soit des KPIs, que ce soit des mails à envoyer à des directeurs, il fallait toujours que ce soit absolument parfait, qu'on n'ait rien à redire. Et j'allais un petit peu me noyer dans ça et ça m'a beaucoup desservi. Mais ça s'est transformé au final en 3 burn-out consécutifs. Mais ouais, du coup, j'étais vraiment partie dans la quête du perfectionnisme. C'était ma façon de pallier. Et c'est ce qui t'a conduit du coup au burn-out, tu penses? Ouais, Ok, est-ce que tu es ouais. d'accord? Je pense que c'est un défi majeur auquel tu as été Mhm. confronté dans ta carrière professionnelle. Ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier sur les trois qui t'a le plus marqué et que tu voudrais en parler éventuellement? Oui. Oui, bah, au final, ça a été le dernier. Le dernier, ça a été vraiment le coup de massue. En fait, je dirais qu'au final, ça n'a pas été 3 burn-out, mais un premier qui ne s'est jamais guéri et qui est devenu de plus en plus intense avec des Mhm. étapes différentes. Et donc, c'est vraiment la troisième étape qui a été la pire. À ce moment-là, j'avais mon corps qui refusait tout simplement d'aller travailler. Donc je me réveillais, j'avais des nausées, j'avais des tremblements, j'allais tout de suite, j'étais blanche, j'arrivais plus à me lever, c'était vraiment, j'arrivais même plus à respirer. Donc c'était vraiment mon corps qui me bloquait, qui m'empêchait vraiment d'aller travailler. Euh, Mon médecin était très compréhensive, donc elle m'avait tout de suite mise en arrêt. Donc j'avais d'abord été mise en arrêt pendant un mois sans antidépresseurs, parce que mon médecin était vraiment contre tout ce qui était Mhm. antidépresseurs. Donc on était plutôt sur de la médecine, on va dire, plutôt naturelle, avec, avec des plantes pour m'endormir, des choses comme ça, pour réduire le stress. On partait plutôt dans cette optique-là. Sauf que quand arrivait la fin de l'arrêt, je voulais pas y retourner, c'était encore pire. Ouais. Donc de là, au final, mon arrêt s'est prolongé au total pendant 5 mois. Et pendant ces 5 mois, je faisais face à la Caisse de santé du Luxembourg, Mhm. euh, qui, qui avait du mal avec le burn-out. Au début, ça allait, mais au final, au fur et à mesure que le temps passait, eux, ils comprenaient pas pourquoi j'étais pas sous antidépresseur. Pourquoi est-ce que mon médecin refusait de m'en donner? Donc de là, ils partaient du postulat que je n'étais pas en burn-out, que je n'étais pas en dépression, vu que je n'avais pas de médicaments par rapport à ce sujet. Alors aussi c'est aussi pendant cet arrêt que j'ai pris la décision que je ne voulais plus retourner au Luxembourg et ne plus retourner dans le salariat tout court Mhm. et que je préférais devenir mon propre patron et j'ai décidé de suivre ma voie et parce que bah, j'ai toujours voulu faire coach déjà quand j'étais à l'université. Déjà à ce moment-là, je voulais faire coach de vie mais je voyais les tarifs des formations et à l'époque, on était sur des formations à 10 000 à 15 000 euros la formation et je me disais oui bah là j'avais pas les moyens. Donc, je me disais que j'allais travailler quelques années au Luxembourg, mettre de l'argent de côté et me payer la formation. Et à ce moment-là, pendant ce burn-out, je me suis dit, tu as l'argent pour te payer la formation. Donc fais-le, profite. Je savais que mon médecin allait me suivre, je savais que mon psychologue allait me suivre aussi pour l'arrêt. Donc je me suis dit, ok, profite bah, de ce temps pour faire ta formation en même temps. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a évité de trop plonger. Parce que de Mhm. par la formation, et comme tu le sais, bah, en même temps, tu travailles sur toi. Donc ça a aidé énormément aussi de comprendre ce qui était en train de se passer. Et au final, on est arrivé, donc ça avait commencé en octobre 2023. On arrive en février 2024 et là, la Caisse du Luxembourg me dit qu'ils vont arrêter de me payer mon salaire. Il m'avait dit, on n'est pas une banque.
Alors, ce qui est très étonnant d'entendre au Luxembourg. C'est clair. Mais voilà, on m'avait dit, on n'est pas une banque. Il disait qu'il voyait une amélioration alors que c'était de pire en pire. Mon état psychologique du fait de retourner au travail. Alors je pense aussi que ce qui jouait en ma défaveur, c'est que quand j'y allais, j'étais quand même un peu apprêtée. Vu que je ne sortais pas de chez moi, par respect pour moi-même et par respect pour les médecins que je voyais, je voulais pas non plus y aller en sac poubelle. Comparé à d'autres personnes du coup qui se présentaient à la caisse dans cet état, moi j'étais quand même un petit peu apprêtée et ça jouait aussi en ma défaveur. Surtout que j'ai les yeux qui marquent très peu la fatigue, donc même si je dormais que 3 heures par nuit, ça se voyait pas. Donc ça joue en ma défaveur dans ce cas-là. Et en fait, ils m'ont dit, écoutez, vous allez retourner travailler, ou alors vous restez en arrêt, mais vous avez plus de salaire. Donc là, en fait, le jour-là, je me souviens, c'était un jour où dans ma région, il y avait que du verglas, partout, partout, partout. C'était vraiment, on était en alerte rouge pour le verglas. Et j'étais allée à ce rendez-vous en train, et la première pensée que j'ai eue face au médecin, c'était j'aurais dû prendre ma voiture pour me cracher, pour avoir un accident. Et donc, si j'ai un accident, que je suis hospitalisée, on est obligé de prolonger mon arrêt. Hmm. On ne peut pas m'envoyer retourner travailler. Et c'était la première pensée que j'ai eue. Et à ce moment-là, tu m'as accompagnée aussi en coaching. Et quand je te l'ai dit, tu m'as dit, Aurélie, le psychiatre, ça pourrait être pas mal. Là, on a touché quelque chose là. Donc j'ai fait appel à une psychiatre spécialisée dans la souffrance au travail. Et elle m'avait fait faire le test de Maslach, donc le test officiel reconnu mondialement par tous les psychiatres pour le burn-out. Mhm. Et quand on a fait le test, c'était un degré de burn-out très très élevé. Un degré aussi de perte de sens qui était très élevé. Donc de là, en fait, elle avait fait un rapport pour dire que j'étais inapte à retourner travailler. Alors elle savait que je faisais ma formation de coach à côté. Elle m'a dit, c'est très bien, continuer dans cette direction. Par contre, vous retournez pas travailler chez votre Hmm. employeur ou en salariat, quoi qu'il arrive. Et donc je donne ce papier à la médecine du travail. Ils me font revoir leur psychologue, qui était plus une évaluatrice qu'autre chose. Et elle, en fait, elle disait, oui, mais on voit des progrès. Et la première chose que j'ai dit, là, j'arrivais plus à me contrôler, j'ai dit, ah bon, vouloir me cracher avec ma voiture, c'est un progrès, c'est de l'évolution. Et bon, elle a un peu bégayé, mais il restait sur le principe que c'était du progrès. Et en fait, sans me le dire, ils ont arrêté de me payer. Et je l'ai senti venir, donc j'avais fait appel à ma DRH pour procéder à un licenciement, vu qu'au Luxembourg, la rupture conventionnelle n'existe pas. Donc c'est soit on démissionne, mais on n'a rien derrière, soit on se fait licencier. J'avais réussi à négocier un licenciement pour pouvoir toucher des indemnités en France. Mhm. Et au final, l'apothéose, c'est que le jour où mon préavis de licenciement s'est terminé au Luxembourg, 3 jours avant, j'avais reçu ma certification de coach. Donc je me disais, ça y est, c'est derrière moi, c'est fini. Et au final, ça a été quand même 6 mois où j'ai vraiment touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. J'avais quand même eu bah, forcément des idées noires par rapport au fait de retourner dans cette situation. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, il faut que tu t'écoutes. Tu sais c'est quoi ton chemin de vie, mais tu continues d'emprunter d'autres chemins alors que tu sais que c'est pas fait pour toi. Mais bon, Donc, on a besoin d'aller on a besoin de comprendre aussi. heurter pour comprendre de manière un peu plus Exactement. douce, mais bon. C'est ça. Mais J'allais te demander ouais. par rapport à ce burn-out, bon, qui a été ton déclic, je pense, de quitter ce travail et d'enfin réaliser ta mission de vie. Oui. Est-ce que tu as pu quand même trouver du soutien, hormis, hormis dans ta boîte et puis la caisse, puisque visiblement il n'y en avait pas, mais peut-être au travers d'amis, de professionnels, de mentors. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à ce moment-là et qui t'ont aidé à surmonter tout ça? Oui, alors bah, déjà, il y avait mon chéri qui était quand même très présent. Alors c'est vrai qu'au début, c'était quand même très électrique, vu que j'étais quand même dans un état énergétique très très bas. Mm. Donc je pense que je m'étais transformée envers lui en vampire énergétique. J'étais en train de le bouffer à chaque fois.
Mais bon, au final, même lui finissait par comprendre aussi ce qui se passait. Quand il y a eu un rapport de psychiatre aussi, c'est vrai que ça a apporté aussi beaucoup plus de lumière. Mhm. Donc, mais c'est vrai qu'il m'avait soutenue dans ma décision de me reconvertir en tant que coach, même si pour lui c'était quand même beaucoup de stress parce qu'il se demandait ce qui allait se passer au niveau financier. Bon, Ouais, après, il y avait l'avantage que lui, à ce moment-là, était manager au Luxembourg, donc il avait quand même un très bon salaire. Donc, si besoin, pendant un petit temps, il pouvait faire l'équivalent allié. du salaire. Mhm. Voilà. Après, il y avait mes amis les plus proches qui étaient très présents aussi, qui comprenaient ce qui se passait. Donc là, j'avais aussi beaucoup de soutien dans mon cercle et j'avais déjà fait pas mal de ménage. Avant que ça arrive, j'ai continué de faire du ménage pendant cette situation-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve vraiment qu'avec les personnes qui, je sais, je peux avoir une entière confiance en elles. Donc ça aussi, ça m'a aussi servi cette situation de vraiment savoir qui est là et qui fait semblant d'être là. Ouais, Après, bah, il y avait mon médecin traitant qui était très présente, qui me connaissait bien, vu qu'en plus j'avais un traumatisme crânien, enfin je l'ai toujours, mais j'ai des séquelles depuis 11 ans. Elle savait que là aussi ça pouvait être compliqué, que le burn-out aussi c'était pas idéal par rapport à tout ça. mm. Donc elle était aussi très présente à ce niveau-là, vraiment de m'accompagner, de savoir comment ça allait au niveau des crises de douleur, etc. La psychiatre aussi était très présente, elle aussi elle était contre les antidépresseurs. Elle C'est m'avait fait bien. une ordonnance pour la Pour une caisse. psychiatre, c'est beau quand Oui, même. oui, oui, oui. Elle m'avait fait une ordonnance pour la caisse du Luxembourg, mais elle m'avait dit ne les prenez surtout pas. Dans la situation dans laquelle vous êtes, si vous en prenez, ça va être pire. Donc elle m'avait dit ne prenez surtout pas les antidépresseurs. Je vous les mets pour qu'ils vous laissent tranquille, mais vous n'allez même pas les chercher à la pharmacie. D'accord, carrément. Donc ouais, au final, j'étais tombée que sur des médecins qui étaient contre la médicamentation pour un cas de burn-out et de dépression. Justement, ils étaient beaucoup plus favorables au coaching que je faisais avec toi, au fait de se reconvertir vraiment dans ce qui nous plaît, de plus aller se réfugier dans une meilleure alimentation, vu qu'en plus je faisais de grosses crises d'hyperphagie pendant le Ouais, burn-out, donc ça n'aidait pas. Donc, ils allaient vraiment m'orienter vers des choses plus naturelles, plus dans le lifestyle, plutôt ouais, que douce. de... Mhm. Ouais, exactement, plutôt que d'aller se réfugier dans les médicaments. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mes parents, mes beaux-parents étaient aussi présents. Alors mes parents, au départ, ils avaient du mal à comprendre, surtout mon père. Vraiment, au final, le burn-out, etc. Alors, ils savaient que je travaillais énormément, etc. Mais il n'avait pas la perception de jusqu'où ça allait, avec l'harcèlement aussi, tout ça. Il comprenait pas aussi pourquoi est-ce que je voyais un psychologue, après pourquoi est-ce que je voyais un psychiatre. C'était vraiment... C'était C'est quelque pas chose la même qu'il époque. avait... Ouais, voilà, il avait du mal aussi à le concevoir et à l'accepter, même s'il me le montrait pas trop. À la fin, il avait fini par me le montrer et je m'étais un peu rebellée. Mais au final, il a fini par comprendre. Ma mère aussi m'aidait aussi beaucoup à communiquer avec lui. Elle communiquait avec lui quand j'étais pas là pour lui faire comprendre. Parce que entre mon père et moi, c'est compliqué. On a moi la Sagittaire et lui le Bélier. À chaque fois, c'était toujours très électrique quand il faut communiquer de sujets assez touchy. Mais c'est vrai que sinon, j'avais quand même un entourage qui m'aidait énormément à surmonter ça, qui était très présent et ça faisait du bien. Même si j'avais aussi besoin de beaucoup m'isoler pour faire le point, également pour ma formation, bien évidemment. Mais j'avais vraiment besoin de temps pour moi, d'être dans mon cocon. Et ça, mon entourage le comprenait aussi. Et ça faisait du bien aussi que je n'ai pas, de ne pas recevoir en fait de reproches pour être dans la situation dans laquelle j'étais. Et vu qu'en plus, tu le sais très bien, en tant qu'hypersensible, tu le vis en x10. Mm. Ouais. Donc, donc c'est vrai que c'était quand même une période très compliquée, mais aussi d'un autre côté très révélatrice. Merci pour ça, c'est bien de le rappeler. Ouais, Et aussi la chance que tu as eue d'avoir des personnes autour de toi qui oui, comprennent tout à fait. et qui sont présentes. C'est pas donné à tout le monde, donc C'est ça. merci à eux. Est-ce que tu peux nous parler du moment où en fait ta vie a pris un tournant vers quelque chose de positif? Quel a été ton plus grand accomplissement à ce moment-là?
Alors, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je dirais le premier moment, ça a été le jour où je me suis inscrite à la formation de coach, où je me suis dit, voilà, là, tu actes le fait de te reconvertir et de vraiment de partir sur ton chemin de vie. Ensuite, je pense que la deuxième étape, ça a été, je dirais, un peu après l'épisode voiture, psychiatre, etc. Où là, je me suis dit, non, là, en fait, il faut que tu fasses les choses pour toi. Pas pour les autres, pas pour la société, pas pour X, mais vraiment, tu fais les choses pour toi. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à dire non à vraiment tout ce qui était, tout ce qui allait contre ma vision des choses, mon bien-être. Donc là, j'ai vraiment commencé à beaucoup plus m'affirmer et mon entourage le voyait et l'acceptait. Et c'était aussi une période bah, forcément où j'étais à un niveau très très bas. Bah, encore une fois, je pensais qu'on allait me juger, etc. Alors que pas du tout. Là, c'était vraiment, j'avais vraiment un entourage qui m'acceptait telle que j'étais et telle que je voulais être. Hmm. Et vraiment, l'apothéose, ça a été le moment où j'ai eu les résultats de ma certification de coach. En plus, j'avais prévu à ce moment-là, parce que mon copain était parti faire un EVG à Barcelone. À ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est le moment de mes résultats. Donc, en fait, moi, je vais partir à Cracovie, une ville que j'adore en Pologne. Et je vais partir toute seule pendant une semaine et je vais juste kiffer. Et si j'ai ma certification, je vais bien célébrer. Et si je l'ai pas, bah, je vais pleurer, mais en même temps, je serai dans un bel endroit. Et du coup, t'as célébré. Au final, j'ai bien célébré. Et là, ça a vraiment été l'apothéose parce que bah, du coup, en même temps, j'ai eu la lettre de fin de préavis de licenciement. Donc, c'était aussi la dernière attache que j'avais avec le Luxembourg qui se présentait. Donc là, je me disais, OK, là, c'est vraiment fini. Et là, je change vraiment de vie. Et là, ça a fait du bien. Je m'étonne. Quand tu regardes un petit peu tout ton parcours et puis tout ce que tu as vécu et là où tu en es aujourd'hui, Ouais. euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Aurélie du collège? Alors, ce que j'aimerais lui dire, c'est de ne pas. En fait, c'est vraiment, c'est pas les autres qui vont t'apporter ce que tu recherches réellement. C'est pas les autres qui vont t'apporter du bonheur, c'est pas les autres qui vont t'apporter de la confiance en toi. C'est pas les autres qui vont faire remonter ton estime de toi-même, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment tout doit partir de toi et tu sais au fond de toi ce que tu veux faire, où tu veux aller, avec qui tu veux y aller. Et fais-toi confiance en fait. C'est pas en étant avec les plus populaires que les choses vont s'arranger. C'est pas en sortant avec le mec le plus populaire du lycée que les choses vont s'arranger. Au final, c'est pire parce que tu reçois des menaces de mort. Donc, non, c'est vraiment le fait de se faire confiance et c'est ok d'être timide, c'est ok d'être introverti, c'est ok de préférer lire plutôt que de sortir faire des trucs en cachette. C'est juste en fait, fais ce qui te fait plaisir à toi et pas ce qui ferait plaisir aux autres. Et c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi-même et juste de vivre pour soi. De vivre pour soi et ne pas vivre pour l'approbation des autres. Ça, c'est une très belle phrase. Du coup, en écoutant ton parcours et en voyant bah, ce que tu vécu dans ton enfance, puis aussi dans ta carrière professionnelle, Ouais, on se rend compte que rien n'est impossible parce c'est ça. qu'aujourd'hui, tu as pu réaliser ton rêve qui était d'être coach. Ouais. Et, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore ou qui peut-être vit les mêmes choses que toi et qui n'ose pas peut-être Mhm. partir de ce travail ou créer son entreprise? Qu'est- Qu'est-ce que tu dirais à une personne dans le même cas que toi à cette époque? Alors je lui dirais que je suis peut-être pas forcément l'exemple à suivre puisque je sais que quitter le salariat comme ça pour devenir entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. J'ai quand même la chance que mon chéri, s'il y a besoin, puisse soutenir financièrement.
Mhm. C'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, j'avais une coachée où c'était pas son cas aussi, parce que bah, elle était célibataire, donc c'est encore pire. Mhm. Parce que là, il y a vraiment, c'est vraiment compter que sur soi-même et en plus sur un salaire français. Donc là, c'est vrai que c'est délicat. Donc je suis pas forcément l'exemple à suivre de quitter tout comme ça, du jour au lendemain. Mais il faut aussi savoir s'écouter. Et même si c'est pas, par exemple, quitter le salariat et devenir entrepreneur du jour au lendemain, la personne peut quand même faire la formation qu'elle souhaite faire pour se reconvertir, le faire en cours du soir par exemple, travailler dessus les week-ends, peut-être faire un peu l'impasse sur les sorties, des choses comme ça et vraiment se concentrer sur son projet et ensuite bah, commencer peut-être à le faire un peu le soir en rentrant du travail, des choses comme ça, le week-end à travailler dessus et petit à petit se détacher, peut-être passer à mi-temps, au fur et à mesure des choses comme ça. Si Mhm. jamais c'est trop violent de passer de tout à rien. Mais il faut se faire confiance et au fond, on sait qu'est-ce qui est fait pour nous et qu'est-ce qui n'est pas fait pour nous. Et je dirais d'autant plus quand on est hypersensible, c'est quelque chose qu'on ressent encore Mhm. plus, je dirais. Et là, il faut vraiment se faire confiance et surtout ne pas écouter les autres. Parce que les autres, forcément, ne sont peut-être pas en train de vivre cette situation. N'ont peut-être pas également les mêmes envies, les mêmes aspirations, vont peut-être ne pas comprendre. Moi-même, dans mon entourage, j'avais des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter le statut d'être salarié au Luxembourg. Vu que forcément, c'est un bien meilleur salaire qu'en France. Voilà, c'est un petit peu le prestige. Et beaucoup ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je voulais quitter ça pour une situation beaucoup plus risquée. Alors qu'au final, c'est une situation qui me rend beaucoup plus heureuse. Et je pense que c'est ça. Il faut vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui nous rend heureux au fond, qu'est-ce qu'on veut réellement faire, et à ce moment-là, ne pas écouter les autres. Autant des fois, c'est bien d'écouter les autres pour avoir un avis aussi un peu différent, avoir une ouverture aussi d'esprit par rapport à d'autres situations. Mais là, je dirais que c'est un cas où il faut surtout pas écouter les autres, il faut juste écouter. Ou, comme je le disais à ma coachée, écouter dans ce cas-là des professionnels qui peuvent aider. Donc, par exemple, des coachs, des thérapeutes, des psys, des médecins, des bons médecins, Oui, c'est vrai. où là, justement, il va y avoir cette aide qui va être possible dans ce cheminement. Mais l'entourage n'est peut-être pas ceux qu'il faut écouter à ce moment-là. D'accord. Parce Eh que bien, justement, ils vont reprojeter leur peur. et c'est ça. Et leurs croyances et leurs limites. C'est ça. Tout à fait d'accord avec ça. Merci infiniment, Aurélie, Mais je t'en pour prie. ton témoignage, ton histoire, Merci à qui toi. est émouvante, même si je la connais déjà, et qui est très Oui. inspirante et qui, j'espère, parlera à beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner déjà au réseau d'Aurélie que je vous mettrai dans la description. Et évidemment à ma chaîne YouTube si vous voulez encore entendre des histoires inspirantes. Et on se retrouve du coup très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao, ciao, merci beaucoup.